le faire connaître, c'est en prenant ces 1000 pages et en faisant quelque chose qui est lisible. Donc je me suis dit, bon ben voilà, je vais essayer ça, je vais essayer d'enlever toutes les répétitions. Alors en plus, non seulement il se répète, etc., mais il fait aussi des citations qui n'en finissent pas. Quand par exemple il a besoin de citer un auteur, une phrase d'un auteur pour aller contre lui ou dans son sens, il ne cite pas juste la phrase de l'auteur, il en copie 5 pages. Et donc à la première phrase, on a compris, il dit, voilà, oui, effectivement, il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Non, il fait 5 pages derrière. Donc voilà pourquoi tout ça. Donc je me suis dit, voilà, je vais voir ce qui se passe quand on enlève les répétitions, quand on enlève les citations qui font 5 pages, etc., etc., et quand on réorganise ça en chapitres, sans rien changer de son texte, parce que son texte, c'est pas du tout que c'est en vieux français, etc., pas du tout, c'est très lisible, il n'y a aucun problème. Bon, à part des mots, j'ai été obligé de changer les mots qu'on n'utilise plus, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, mais bon, à part quelques mots comme ça, j'ai voulu surtout ne rien changer, et je vous expliquerai pourquoi c'était important aussi. Euh, et donc, quand je suis arrivé après ça à le réduire à 100 pages. Et moi, quand je lis aujourd'hui les 100 pages, moi, je trouve que c'est absolument fascinant. Parce qu'en plus de ça, quand je lis ces 100 pages, je me dis, il parle de notre société aujourd'hui. Et c'est ça qui est fascinant. C'est ça que donc je me suis dit, il faut absolument faire publier ça d'une manière ou d'une autre. Alors, donc le livre, je l'ai fait en 3 parties. Première partie, introduction de Jean Meslier, je vais vous parler de qui il est, qu'est-ce qu'il a fait et comment en est arrivé là. Deuxième partie, c'est donc ces 100 pages réduites de son testament. Et la troisième partie, c'est la conclusion de, en fait, pourquoi il a été important dans le passé et pourquoi il est important aujourd'hui. Alors, première partie, donc qui était Jean Meslier? Alors Jean Meslier, il est né donc dans 1600 quelque chose. J'ai toujours du mal à me rappeler des dates, mais enfin peu importe. Voilà, c'était le temps de Louis XIV, bien sûr. Donc il n'est pas né dans une famille pauvre, il est né dans une famille son père était un commerçant qui faisait des tissus, qui fabriquait des tissus à partir du coton. Il élevait des moutons et de la laine aussi. Donc il faisait importer du coton et avec ces moutons, il faisait des tissus qui étaient principalement utilisés pour les uniformes des armées, puisque bien sûr Louis XIV, comme vous le savez, enchaînait guerre après guerre après guerre, et donc il y avait des tonnes de gens qui mouraient, il avait besoin de tonnes de costumes, donc c'était ça, c'est là-dessus que son père a fait son argent. Et puis ça a commencé à beaucoup changer, les temps sont devenus beaucoup plus difficiles, la concurrence étrangère est arrivée, etc., etc. Donc le père de Jean Meslier a décidé qu'en fait pour son fils, ce n'était pas une bonne solution du tout qu'il reprenne le business. Donc il s'est dit, voilà, il va devenir prêtre, c'était beaucoup mieux payé et beaucoup plus tranquille d'être prêtre à l'époque. Donc le voilà, il l'envoie un peu contre le gré de son fils, qui n'était pas du tout pour la prêtrise ou pour être religieux, mais bon, c'était un enfant. Donc il l'envoie à 11 ans au séminaire de Reims. Et à 11 ans, il en est sorti à 22 ans. C'est-à-dire qu'il a passé 11 ans au séminaire de Reims à étudier la religion. Et comme ce n'était pas un enfant qui était très, disons, social, c'était pas quelqu'un qui aimait s'amuser avec ses copains et tout ça, donc qu'est-ce qu'il a fait pendant 11 ans? Ben, il a lu tous les livres religieux. Mais alors tous. Non, alors vous savez qu'à l'époque, les séminaires, c'était des endroits où il y avait les plus grandes bibliothèques en France. Et donc il y avait des tonnes et des tonnes de livres, alors principalement religieux, c'est vrai, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y avait des tonnes de livres en tout genre, mais principalement, il s'est adonné à la lecture de tous les livres religieux, pas seulement de la religion chrétienne. Hein, il a lu bien sûr la Torah et tous les livres de la religion juive et islamique. Il a étudié ça d'une manière très scientifique, c'est-à-dire que ce n'était pas une lecture pour apprendre, il a pris tous les textes, il a pris des notes, il les a mis en parallèle, etc. Et puis ben voilà, puis après avoir lu tous ces livres, il a dit ça marche pas, ça fonctionne pas du tout. Tous les textes se contredisent les uns après les autres, ça fait aucun sens, ça va pas du tout. Alors, il n'est pas arrivé là tout de suite, mais disons quand il est sorti du séminaire, il avait déjà des pages et des pages et des pages et des centaines de pages de notes et de questions auxquelles il n'y avait pas de réponse. Voilà. Et donc, il a continué toute sa vie à étudier. Alors, c'est ça qui est assez fascinant aussi chez lui, c'est que donc il a fait ce traité, on va discuter de ça, mais il a fait ce traité en n'ayant quasiment aucun apport extérieur, disons d'intellectuel, parce qu'il n'était pas en contact avec aucun intellectuel. Il a eu un moment une relation avec le père Buffier, qui était un théologien
parce que je pense que c'était plus intéressant pour lui de confronter son athéisme à un théologien, donc c'est pour ça qu'il a démarré cette relation avec le père Duffier, mais enfin, ce n'était pas une relation intellectuelle qui pouvait lui ouvrir la porte à quoi que ce soit. Et il avait assez peu accès aux livres, en fait. Donc on a recensé dans les historiens qui ont fait du travail, et d'ailleurs il y a un historien qui est bien noté en passant, celui qui a fait le plus gros travail de recherche historique sur Jean Méliès, c'est Maurice de Manget, qui est aussi un membre de la Libre Pensée, donc c'est bien noté, et c'est lui qui a fait le plus gros travail. Il y a eu quelques livres qui ont été écrits sur Méliès, de travail historique, qui sont voilà, qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont en fait des raccourcis du travail de Domangé. Domangé a fait un livre qui fait 500 pages, je crois. Alors bon, il n'y a pas 500 pages d'informations, j'aurais bien aimé qu'il y ait 500 pages d'informations sur Méliès, mais c'est plus une analyse aussi de ses textes aussi. Mais il a fait un vrai travail, il est allé dans toutes les paroisses, voir tous les documents historiques, tous les documents de l'Église, en fait, etc. Et donc, alors pourquoi je vous parle de Domangé? Je me suis dit, bon, en passant, mais bon. Donc, l'histoire est que donc, alors revenons sur sa vie. Donc, il est arrivé donc sans aucun. Oui, alors voilà, c'est pour ça que je vous en parlais, parce que il a recensé, et tous les autres historiens qui ont travaillé dessus sont assez d'accord, il devait avoir une douzaine de livres dans sa bibliothèque. Alors moi, je pense que c'était un petit peu différent de ça, parce qu'il avait quand même accès, il y avait quand même des grandes villes autour de, enfin, quelques grandes villes autour du village des Trépigny. Il y avait Sedan, il y avait Charleville-Mézières, il y avait Reims, bien sûr. Et donc il pouvait avoir accès aux livres. Et le connaissant très avide de lecture, je pense qu'il a dû trouver un moyen d'avoir accès à un certain nombre de livres qu'il a dû brûler. Bien sûr, parce que comme il avait des visites régulières de la hiérarchie de l'Église, si on avait trouvé ces livres-là, des livres interdits dans le presbytère, ça ne se serait pas bien passé du tout. Alors moi, j'ai même imaginé, parce que je ne sais pas si vous savez, mais j'ai aussi décidé de faire un film sur le curé Méliès, pas un film documentaire, parce qu'il n'y a pas de document visuel. Alors, il y a même, il n'existe même pas un portrait de Méliès. C'est-à-dire, si vous allez sur Internet et que vous tapez Jean Méliès, vous allez avoir une espèce de vieille photo qui sort, une espèce de portrait en noir et blanc, mais ce n'est pas Méliès. C'est un autre prêtre, voilà. Donc, il n'y a aucun portrait qui existe de Jean Méliès. On ne sait pas à quoi il ressemblait, mais ça, peu importe. Mais donc, ne pouvant pas faire un documentaire, je vais faire un film de fiction. Je vais faire un film de fiction avec des acteurs. Je suis en train d'essayer de trouver un acteur important pour jouer Jean Méliès, parce que je pense que c'est ça qui va nous aider à le faire connaître aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et j'ai même imaginé qu'en fait, il écrivait, et je pense que c'est pas vraiment de l'imagination, il écrivait dans la cave du presbytère, ce qui lui permettait que quand la hiérarchie de l'Église venait lui rendre visite, vous ne voyez rien, tout était nickel, il laissait juste les livres officiels autorisés par l'Église voilà, en haut, et il travaillait en dessous. Voilà. Alors donc il a passé sa vie à écrire. Alors le traité, il l'a fait probablement. Alors, on devrait dire aussi que non seulement il a fait, il a fait ce travail de recherche et tout ça, mais il a fait ce traité, mais il a eu aussi une vie absolument, on va dire, pas habituelle pour l'époque, hein, puisque c'était quelqu'un, bien sûr, qui était contre le célibat des prêtres. C'était quelqu'un, donc il a eu une histoire passionnelle avec sa cousine. Alors, il l'appelait sa cousine, on n'est pas très sûr que c'était la vraie cousine, ou il l'appelait sa cousine vis-à-vis de la hiérarchie de l'Église, mais bon, moi je pense que c'est assez réaliste que ça soit sa cousine, et il y a même une idée qui vole un peu comme ça, où il aurait peut-être même eu une fille avec cette cousine, parce que à la fin de sa vie, il y a une autre jeune fille qui apparaît, qui l'appelle aussi sa cousine, qui est beaucoup plus jeune et qui vit avec lui. Et donc voilà, des histoires assez compliquées, mais bon. Donc c'était un curé très libéral. En passant, d'ailleurs, c'est intéressant de noter, puisqu'on parle d'hommes et de femmes, c'est le premier qui a appelé à l'égalité hommes et femmes. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui était absolument, bien sûr, impensable à l'époque de Louis XIV. C'était une plaisanterie. Donc, non seulement il a appelé à l'égalité hommes et femmes, mais il a même appelé contre Descartes et contre tous les cartésiens de l'époque à reconnaître que les animaux avaient une âme et faisaient partie de la nature, étaient proches de nous, etc. Alors que Descartes considère que les animaux n'ont pas d'âme. Ce sont des machines. Et, bon, et pour Méliès, c'est quoi ces âneries? Et il a bien sûr on sait qu'il a raison, mais vous savez, à l'époque, Descartes, c'était quand même le sommet de l'intellectualisme en France et bien sûr de la philosophie. Et Méliès, il dit n'importe quoi. Et on sait qu'il avait absolument raison là-dessus. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement ici, donc pendant 40 ans,
il a fait son travail de curé assidûment. Et, alors, il avait une manière de le faire qui était la sienne, c'est-à-dire au lieu de citer les évangiles, etc., il disait les chrétiens pensent et les chrétiens croient. Ça voulait dire que ça le laissait un peu à l'extérieur de ça, puisqu'il se considérait plus chrétien du tout, puisqu'il était totalement athée. Mais donc, c'était les chrétiens pensent, les chrétiens croient, mais il faisait les messes et il faisait les baptêmes et les enterrements absolument sans être payé. Il refusait d'être payé comme les autres curés faisaient à l'époque. Et il aidait ses paroissiens, mais alors de manière absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à aller pousser la charrue pour aider la pauvre vieille femme qui devait pousser sa charrue et qui n'y arrivait pas. Il allait leur couper du bois, il leur faisait à manger. Il y avait des histoires de famine pas possible en permanence, donc il leur faisait à manger, il leur donnait du pain, etc. Il mettait son argent au service de ses paroissiens, dont il était devenu très proche. Et en fait, tout son traité, il l'a écrit pour ses paroissiens. Ça commence, mes chers amis, alors bon, ça commence très directement, c'est mes chers amis, je vous ai raconté des âneries pendant 20 ans, voilà, pendant 40 ans, et je viens à la fin de ma vie m'excuser et vous dire la vérité. Voilà, c'est ça son traité, hein. C'est-à-dire ça s'adresse à ses paroissiens. Alors, parlons du traité 2 minutes, parce que ça s'adresse à ses paroissiens, mais Mélie avait une ambition quand même beaucoup plus grande, puisqu'il parle dans son traité de dire, maintenant, c'est vrai, je voudrais que vous envoyiez ces mots dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il voulait changer le monde, et il avait l'ambition de changer le monde, de dire, voilà enfin la vérité sur ces histoires de religion, qui ne font aucun sens et qui ne sont que des créations humaines. On va revenir là-dessus. Et, mais son ambition, c'était de changer le monde. Donc, alors, non seulement il a écrit ce traité de 1000 pages, mais il en a fait 3 copies. C'est un peu les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Est-ce que c'est 3 copies au total ou c'est 2 copies, donc ça ferait 4? Est-ce que c'est 2 plus 1, ça ferait 3? Mais enfin bref. En tout cas, il y en a au moins 3. Et il y en a 2 qu'il a mis en lieu sûr, c'est-à-dire je ne me rappelle plus. Enfin, il y a une histoire dans les grandes villes, dont ils étaient sous-scellés. Enfin bref, voilà, donc c'était en lieu sûr. Et le troisième, donc il en a fait un paquet le jour où il est mort, enfin la veille il est mort, il en a enveloppé un paquet avec 2 lettres pour ses amis curés du voisinage en disant voilà, vous allez trouver ce paquet après ma mort. Donc il y avait sa petite cousine qui était là, soi-disant, petite cousine. Je pense que c'était plutôt sa fille, mais enfin bon, on va dire petite cousine pour l'instant, puisque c'était la version officielle. Donc avec son aide, vous allez trouver ce traité. Voilà ce que je pense. Bien sûr que je vais être brûlé, je vais être banni, et je vais être tout ça quand ça sera devenu public, mais je m'en fous complètement. Je ne serai plus rien, puisqu'il ne croyait pas du tout, bien sûr, à l'immortalité de l'âme ou quoi que ce soit comme ça. Pour eux, c'était des idioties absolues. Et il disait d'ailleurs, après ça, quand je serai mort, vous pouvez faire de mon corps ce que vous voulez, le rôtir, le couper en morceaux, vous pouvez le manger avec une sauce, ça m'est totalement indifférent, puisque je ne suis rien et je ne serai rien, donc voilà, tout va bien. Et donc il a laissé ce paquet pour ses amis curés, et donc ça a été, donc c'est là où c'est devenu très compliqué, parce que alors d'abord, on va reparler après, on va parler du contenu de son traité, c'est ça le plus important quand même. C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé. Alors, donc, bien sûr que quand les curés sont retrouvés avec cette espèce de brûlon incendiaire, ils se sont dit au secours, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'avaient pas le choix, ils ont été obligés d'en parler à la hiérarchie de l'Église, qui a dit oulala, voilà. Alors, donc, voilà la réaction de la hiérarchie de l'Église. Aujourd'hui, Méliès n'est pas mort pour l'Église. C'est parce qu'on ne pouvait pas, bien sûr, mettre sur le registre de l'Église qu'il y avait un curé en état d'apostasie, athée, qui était mort. Donc officiellement pour l'Église, Méliès n'est jamais mort. Parce que bien sûr, ils auraient aussi beaucoup aimé qu'il n'ait jamais vécu. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre histoire, c'est plus compliqué à faire disparaître. Alors, on ne sait même pas réellement où son corps a été enterré, parce qu'il n'était pas question de l'enterrer dans le cimetière de l'Église, et encore moins dans l'Église, bien sûr. Alors, je vais vous dire une petite histoire qui est assez drôle. Et donc, alors il aurait été enterré dans un coin anonyme dans le château qui faisait partie du village, qui était un grand château. Et, voilà. Et donc, on ne sait toujours pas où il a été enterré. On pense que c'est dans un coin du château. Etc. Mais juste pour vous dire le problème de Mélie avec l'Église, donc alors, on ne peut pas vraiment tourner à Étrépigny, parce que Étrépigny, dont l'Église a été très modernisée, et il y a plein de tombes modernes qui ont été construites tout autour, donc on ne peut pas tourner le film là-bas, c'est trop compliqué. Donc on a trouvé une autre petite église qui est à côté de Charleville-Mézières, dans un petit village qui s'appelle Gruyère. Et il y a un château parce que le château aussi a été totalement détruit
et reconstruit de manière qui n'avait rien à voir avec l'époque de Méliès. Donc on a trouvé ce château et cette petite église dans ce tout petit village qui fonctionne assez bien pour nous. Et donc on a demandé bien sûr l'autorisation pour tourner dans le château et dans l'église. Le curé a dit il n'en est pas question. Alors à l'extérieur, il n'a pas le choix puisque l'extérieur appartient à la mairie. Donc c'est le maire qui décide. Donc on a eu un entretien avec le maire qui dit oui, bon d'accord. Mais il a dit à l'intérieur, il n'en est pas question. Vous ne ferez jamais un film sur Méliès à l'intérieur de l'église. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Alors, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après sur le traité? On va finir sur le traité, parce que c'est quand même intéressant. Alors, donc ça a commencé, alors son traité a commencé, c'était de la poudre évidemment, c'était une bombe explosive, donc il a commencé à passer sous le manteau partout, il y en a eu des copies dans tous les sens faites à Paris, on parlait à un moment de milliers de copies qui se vendaient des fortunes à Paris, et il y en a une qui est tombée sur le bureau de Voltaire. Alors Voltaire a lu le traité et a trouvé ça absolument fascinant, mais, et alors bien sûr, il a eu la même réaction que j'ai eue, qui est de dire, c'est illisible, il faut en faire un condensé, et voilà. Donc Voltaire a écrit un condensé du traité de Méliès, sauf que Voltaire était quelqu'un d'extrêmement religieux, hein, puisqu'il avait même fait construire une chapelle sur sa propriété, où il allait prier 3 fois par jour, etc. Et c'était surtout pas un révolutionnaire, parce que Méliès était un révolutionnaire, il appelle à la révolution, il appelle même au tyrannicide, c'est-à-dire il faut tuer les tyrans, il faut tuer le roi, il faut tuer tous les hommes de pouvoir, etc. etc. Donc c'était un vrai révolutionnaire, on va revenir là-dessus. Mais donc pour Voltaire, c'était inacceptable. Voltaire était quand même un grand bourgeois, un grand aristocrate, on peut même dire, hein, qui était très religieux. Donc ce qu'il a fait à la fin, donc il a fait disparaître dans son condensé du traité de Méliès tout ce qui a appel à la révolution et tout ce côté-là. Et à la fin, il lui fait demander pardon à Dieu. Ce qui est quand même extraordinaire, parce que pour Méliès, qui était un athée extrême, convaincu à 100%, c'est une manipulation totale. Bon. Bref, en fait, ça fait connaître encore plus Méliès, parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit, bon, c'est bien joli ce condensé, mais il y a quand même des choses plus intéressantes, on va regarder le livre. Et Méliès est devenu quelqu'un d'assez important durant la Révolution. Il y a eu plusieurs. Sylvain Maréchal, par exemple, a fait un mot pas non plus, qui est plus du Sylvain Maréchal que du Méliès, mais enfin bon, voilà. Il l'a fait connaître. Il y a eu plusieurs révolutionnaires qui ont amené Méliès comme le héros de la Révolution, bon, très bien. Et il est devenu encore plus important pendant la Commune de Paris. C'est-à-dire que pendant la Commune de Paris, c'est devenu quelqu'un de très important, avec des gens comme Élisée Reclus, par exemple, qui ont beaucoup défendu Méliès. Il y avait Benoît Malon, qui était un communard très important aussi, qui ont défendu Méliès. Donc ça, c'était quelque chose, c'est devenu un peu un héros comme ça. Et c'est devenu, alors ça c'était assez drôle aussi, je vous expliquerai pourquoi après, mais c'est devenu aussi un héros de la révolution russe de 1917. Alors c'est vrai, quand on pense, alors je vous expliquerai, parce que c'est pour ça que j'ai appelé le livre de curé athée et anarchiste, parce que c'était quand même ça, ses grands fondements, c'était pas de pouvoir, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pouvoir pour Méliès. Alors on se dit, comment est-ce que les Russes n'ont pas vu mais c'était tellement illisible que je pense que c'est ce qui s'est passé, ils n'ont pas dû le lire entièrement. Donc, comme ça avait été le héros de la Révolution et de la Commune, bon, très bien, nous voilà partis. Donc ça devient le héros de 1917, avec d'ailleurs un autre, c'est aussi assez drôle, avec Fourier, qu'ils avaient mis en héros de la Révolution, ce qui est aussi une plaisanterie, parce que Fourier n'aurait sûrement pas été pour l'État russe et la Révolution russe telle qu'elle a été menée en tout cas. Et donc il y avait donc sur la place rouge, il y avait un obélisque avec tous les noms de ces gens-là comme les héros de la Révolution. Alors ça a duré quelques années, je crois, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite erreur de calcul là, et donc ils ont enlevé l'obélisque et ils l'ont mis dans un parc, dans le fin fond d'un parc. Ils l'ont fait disparaître parce que Méliès, comme défenseur de la Révolution russe, et Fourier, c'était pas vraiment une bonne idée. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est l'histoire de son traité. Alors, je vais vous dire, on va revenir aussi sur son traité, parce que je pense qu'il a influencé beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on ne pense. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son traité? Alors, dans son traité, il y a quand même la première grande partie, je dirais la moitié quand même de son traité, c'est un traité d'athéisme, et c'est le premier traité complet et justifié d'athéisme qui ait jamais été écrit. Donc, c'est quand même important, c'est pas rien. Donc, alors, il l'a fait de manière, encore une fois, très scientifique, c'est-à-dire il prend le texte, et il dit voilà,
ici on dit que le Christ est mort, que Jésus-Christ est mort à cet âge-là, ici on dit qu'il est mort 3 ans plus tard, après on dit qu'il était dans le désert, là on dit autre chose, c'est clair que c'est n'importe quoi. Alors déjà, il a des principes beaucoup plus profonds que juste ces histoires-là, il dit voilà, de toute façon c'est clair qu'il y a, un certain nombre de religions dans le monde qui se battent les unes les autres. S'il y avait un Dieu, pourquoi ils se battent et ils se battent jusqu'au sang et jusqu'à se détruire les uns les autres? Tout cela ne fait aucun sens. Et il a des vraies analyses. D'ailleurs, je veux dire, quand je lis ces disons, 50 pages, même ici, sur ces 50 pages d'athéisme convaincu, je lis ça et je me dis, comment est-ce qu'on peut encore croire après que la religion existe et que Dieu existe et que, etc., que ça n'a pas été... Parce qu'il le fait de manière très scientifique. Je ne vais pas vous raconter tous les... Il en a des pages et des pages et des pages et des pages d'analyse de textes religieux, mais bon, voilà. C'est clair que pour lui... Mais c'est intéressant à lire parce que c'est vrai qu'il y a plein de textes que moi j'ignorais de la Bible où il prend des morceaux de la Bible en disant... Alors aussi bien de la Bible hébraïque, hein, où il montre que tout ça c'était des grosses histoires. C'est-à-dire, il y en a un qui dit il y en avait beaucoup qui m'avaient beaucoup amusé d'ailleurs, mais bon, enfin, je ne vais pas vous barber avec toutes les histoires de Méliès, mais ça vaut le coup de lire parce que c'est plein d'informations très intéressantes. Ouais. Et alors après, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc bon, maintenant qu'il était convaincu que tout ça c'était des histoires fabriquées par les hommes qui ne faisaient aucun sens, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est clair que ces paroissiens donc vivaient dans cette extrême misère qui était pour lui totalement inacceptable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et alors Méliès s'est posé la question de manière très sérieuse et pendant... Je pense que le traité a été écrit probablement principalement dans les 10 dernières années de sa vie. Mais il a commencé, comme je le disais, quand il avait 11 ans à prendre des notes et à analyser tous les textes, etc. Mais le gros du traité a été écrit pendant les 10 dernières années de sa vie, et c'est là où il avait assez de recul, je pense, pour se rendre compte de ce qui se passait. Donc il dit voilà, c'est clair que sa première idée, c'était la société est constituée en classes, hein, et c'est pas Marx qui est venu avec cette première idée, c'est Méliès. Hein, c'est la première, les classes de la société, les riches, les pauvres, etc. Donc il a mis ça de manière totale, il a étudié ça de manière totalement claire, et il a dit voilà, maintenant rendez-vous compte, vous les pauvres, que si un jour vous refusez de travailler pour les riches, si vous arrêtez d'être esclave, tout s'arrête. Ils ne sont plus rien, ils seront aussi pauvres que vous. Donc il a mis ça en avant et il a dit donc qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour régler ce problème-là. Alors bien sûr, ça a été le premier qui a mis en place le concept des communs, c'est-à-dire il a dit voilà, l'eau, la terre, alors bien sûr pour eux à l'époque c'était ça les plus importants, toutes les ressources naturelles, le bois, etc., devraient être possédées et gérées en commun. Il était contre toute forme de propriété privée sur ces communs. Hein, et donc il est arrivé à dire, voilà, il est arrivé à plus ou moins créer le concept de la société communiste, encore une fois 100 ans avant Marx. Hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment analysé ça. Alors c'est très difficile de trouver, je pense qu'il a plutôt influencé, on va revenir là-dessus, il est assez facile de trouver des preuves qu'il a influencé tous les anarchistes qui viendront après. C'est-à-dire, Proudhon c'est plus compliqué, mais Bakounine, Kropotkin et tout ça, absolument, et je vais vous expliquer comment on arrive à ça. Mais il est assez difficile de penser que Marx n'ait jamais été au courant de Méliès. Alors, est-ce que ça l'a influencé ou pas? Je pense que Marx était à un autre niveau d'analyse. Bien sûr qu'il avait d'autres éléments d'analyse que Méliès n'avait pas, et il est arrivé à faire des choses beaucoup plus pointues et beaucoup plus extrêmes, économiques, etc., que Méliès n'a jamais pu imaginer. Mais Méliès a quand même mis les fondements d'une société communiste. C'est-à-dire où tout est possédé en commun, et tous les hommes, pour Méliès, c'était non seulement tout doit être possédé en commun, mais tout le monde doit recevoir le même salaire. Tout le monde doit participer, bien sûr, à la société. Il n'était pas du tout pour genre faites ce que vous voulez. Non, il pensait qu'effectivement tout le monde devait participer au fonctionnement de la société. Tout le monde devait avoir un travail, mais un travail, ça pouvait être, Méliès dit, un travail, ça peut être de jouer de la musique ou de faire de la comédie pour rendre la vie de ceux qui travaillent meilleure. Il était d'accord que tout le monde puisse travailler librement choisi, ce que Marx reprendrait les anarchistes aussi d'ailleurs. Et il disait, voilà, après, on se partage les fruits de la récolte, c'est-à-dire tout le monde se partage de manière à part égale
les produits qui viennent de l'exploitation de ces communs, et tout le monde est heureux. Voilà. C'était un principe très simple chez lui. Donc il a vraiment créé les premières bases de la société, entre guillemets, communiste. Alors je pense qu'il a plus influencé les anarchistes parce qu'il est arrivé à se dire, parce que Bizot c'était quelqu'un de très pratique aussi, hein, il poussait la charrue, hein, donc c'était quelqu'un de très pratique, très, très terre à terre. Donc il s'est dit maintenant comment on gère ça. Alors comment on gère ça? Ben voilà, lui il était contre toute forme de pouvoir. Bien sûr, alors il a des pages et des pages et des pages entières de il faut éliminer tous les gens de pouvoir, que ce soit les huissiers, que ce soit les gens qui collectent les taxes, les gens du roi, les soldats, enfin, il faut éliminer tout ça. Donc il n'y a plus de pouvoir, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pouvoir, il y a tout ça. Alors si vous voulez, il y a plein de gens, incluant des professeurs relativement importants, qui voudraient le ramener en faire juste celui qui a créé le communisme, et pas plus que ça. Je pense que ça, c'est une erreur, parce que pour Méliès, il n'y avait pas d'État. Il n'y avait aucune forme d'État qui était acceptable. Et donc de manière très concrète, qu'est-ce qu'on fait comment on gère tout ça? Comment on gère même cette société en commun? Ben, on le gère au niveau des communes. C'est-à-dire, Méliès a décrit très clairement, il a dit voilà, les communes, en fait, les gens qui vivent dans une même paroisse ou dans une même commune devraient faire partie de la même famille. Ils devraient tous s'entraider, c'est le grand concept anarchiste quand même, et donc ils devraient tous s'entraider, et les communes devraient se fédérer entre elles. Voilà, c'est ça le grand concept de Méliès. C'est bien sûr le concept que développera Bakounine et Kropotkin 100 ans après. Et donc, alors, est-ce qu'il a influencé ces gens? J'ai eu du mal à trouver des références exactes, des citations exactes de Bakounine ou Kropotkin de ça, mais quelque chose qui est assez intéressant, qui pour moi prouve absolument ce cas-là, c'est-à-dire que donc après l'échec de la Commune de Paris, les communards, enfin beaucoup des communards, se sont réfugiés en Suisse, où il existait cette société anarchiste depuis 70 ans quand même, c'est pas une société qui a duré ça, qui était chez les horlogers du Jura suisse. Et les horlogers du Jura suisse étant dans ces montagnes retirées, n'avaient aucun grosso modo contact avec l'État, et ils avaient créé une société anarchiste de manière naturelle. Ce n'était pas du tout des théoriciens ou quoi que ce soit. Ils avaient créé ça de manière totalement naturelle. Alors, c'est-à-dire qu'ils avaient des sociétés de production où tout le monde produisait ensemble, se partageait la recette, etc. Des sociétés de consommation où tout le monde payait le prix coûtant pour les produits de provenance de la nourriture, etc., etc. Ils avaient tous les ateliers étaient plus ou moins organisés en forme de coopérative, c'est-à-dire que tout le monde faisait le travail tous les jours. Si quelqu'un tombait malade, quelqu'un d'autre faisait son travail, mais il était quand même payé à la fin. On partageait à la fin du mois la recette de l'atelier, etc. Ils avaient leur propre système de santé, qui est un système mutualiste. Ils avaient leur propre banque, leur propre système de crédit à taux zéro. Enfin, c'était une pure société énergétique qui a fonctionné pendant 80 ans. Quand même. Donc c'est quand même intéressant à savoir. Et donc, les communards se sont réfugiés là-bas après la Commune, dont entre autres Benoît Malon et Élisée Reclus, dont je parlais, qui ont, eux, par contre, beaucoup cité et beaucoup admiré Méliès, ça c'est clair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qu'ils ont rencontré là-bas? Ils ont rencontré Kropotkin et Bakounine, qui eux-mêmes disent très clairement qu'ils ont été complètement influencés dans leur travail suivant sur l'anarchisme parce qu'ils ont vu dans cette société jurassienne. Même Kropotkin, dans ses mémoires, si vous lisez ses mémoires, il vous dit clairement, voilà, j'ai passé, je ne me rappelle plus, c'était son premier voyage, puisqu'il y est allé 2 fois, je pense que c'est après son premier voyage, où il dit, voilà, j'ai passé ce temps-là avec les jurassiens, avec les horlogers jurassiens, maintenant je sais, je suis anarchiste. Voilà. Donc c'est très clair que ces gens-là ont influencé énormément. Parce qu'ils ont vu, et c'est ce que dit Bakounine aussi, j'ai lu tous ses textes et ses lettres et tout ça, et Bakounine dit clairement, vous m'avez prouvé que c'est possible. Voilà, je le vois, c'est possible. Vous avez réussi à mettre en place tout ce que moi j'imaginais, mais que j'ai jamais vu que c'était possible. J'ai jamais eu la confirmation que c'était possible. Vous l'avez fait. C'est-à-dire, c'est prêt à taux zéro, enfin, et ça fonctionnait très très bien. Voilà. Donc c'est là où je pense que je ne vois pas comment donc tous ces gens-là travaillaient nuit et jour, jour et nuit pour créer le concept de l'anarchisme dans le futur et de la société anarchiste. Et donc ils travaillaient avec Benoît Malon et avec Élisée Reclus. Je ne vois pas comment Méliès ne serait jamais venu sur le tapis. C'est pas possible parce qu'encore une fois, ces deux-là sont sûrs parce qu'ils l'ont cité abondamment, sont des admirateurs de Méliès, et comme ces gens-là travaillaient encore une fois avec Kropotkin et Bakounine, je pense qu'il y a eu une très très grande influence
une influence de Méliès sur... Alors, est-ce qu'il est le précurseur du communisme? Il a amené des idées que, bien sûr, Marx et Engels ont développées de manière très professionnelle et très scientifique. Mais je pense qu'on peut dire clairement qu'il a été le précurseur de l'anarchisme, absolument, parce que, encore une fois, ces gens-là se sont inspirés de son travail, et sa vision est très très claire. Sa vision, c'est le pouvoir au niveau des communes, les communes se fédèrent, et on n'a besoin de rien d'autre. Voilà. Alors, je vais vous dire une petite parenthèse, et je vais m'arrêter là, parce que je vais vous laisser parler un peu aussi, vous avez peut-être envie de dire plein de choses, et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais alors moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup à Méliès aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai voulu le faire, je l'ai appelé pour le 21e siècle, parce que, alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi ce mouvement, ou si vous êtes au courant de ce mouvement, vous avez lu leurs écrits de ce qu'on appelle la collapsologie. Alors, la collapsologie, donc la collapsologie, ça a démarré grosso modo en 1972 avec le rapport Meadows. Et le rapport Meadows, vous savez, c'était tous ces scientifiques, ce n'étaient pas des politiciens, ce n'étaient pas des philosophes, rien du tout, c'était des scientifiques qui ont décidé de mettre toutes les données de notre monde dans un ordinateur géant. Et alors toutes les données, c'est-à-dire la population, la surpopulation, la surconsommation, la pollution, les ressources naturelles, l'énergie, enfin tout. Voilà. Et on demandait à l'ordinateur, qui avait été donc donné par IBM à l'époque, voilà, si on ne change rien, qu'est-ce qui se passe? Et donc après des années de recherche et d'analyse, etc., l'ordinateur a sorti, je le fais en très bref, bien sûr, c'est un gros rapport, en très bref, l'ordinateur a dit, bon ben voilà, le monde va s'écrouler, parce que la biodiversité va s'écrouler, la pollution va tout... Il y en a des livres et des livres, donc je ne vais pas vous faire ça ce soir. Mais voilà, ça va s'écrouler. Alors ce qui était assez drôle, c'est qu'en 1972, ils ont dit, ça va commencer à s'écrouler en 2025. En 1972. Alors, bien sûr que les gens du rapport Meadows, qui étaient des scientifiques, ont dit, bon, il est clair qu'entre 1972 et 2025, il va y avoir plein d'inventions, que ce soit les voitures électriques, les panneaux solaires, etc., qui vont repousser cette date-là. Mais c'est clair que ça va s'écrouler, sauf si on fait machine arrière sur tous ces gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Et si on fait machine arrière, bien sûr, on peut ralentir ou stopper cet écroulement. Parce que la collapsologie, ça vient du terme anglais to collapse, qui veut dire s'écrouler. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant. Alors, donc, ça a créé tout un mouvement depuis 72. Et donc, c'est un mouvement de scientifiques. Hein, maintenant, il y a des milliers ou des dizaines de milliers de scientifiques qui en font partie et qui font des études plus ou moins précises, qui vont dans le même sens. Et ces collapsologues, donc je ne sais pas si en français on dit collapsologue ou collapsologiste, enfin, voilà, ces gens-là, voilà, c'est ça, Pablo Servigne et tous ces gens-là sont arrivés à la conclusion, alors eux qui n'étaient pas du tout philosophes, politiciens ou rien du tout, même pas historiens, sont arrivés à la conclusion en se disant, voilà, quand ça s'écroule, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de revenir à un autre niveau qui est celui de la commune, qui est donc gérée de manière autonome, et ces communes se fédèrent. Alors c'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même assez... Alors le dernier livre de Pablo Servigne, qui est donc un peu le porte-parole des collapsologues, s'appelle L'Entraide. Ah oui. Et donc L'Entraide, c'est en hommage à Kropotkin, bien sûr, qui a écrit le premier L'Entraide il y a en 1800, je ne sais pas quoi. Et donc il a écrit donc L'Entraide qu'il a sous-titré L'autre loi de la jungle, parce qu'il a dit, voilà, c'est ça la solution. Et donc c'est assez intéressant que tous ces gens-là, donc qui avaient ce genre de pensée, aujourd'hui se retrouvent, c'est-à-dire les collapsologues arrivent à se retrouver avec Méliès, avec les anarchistes, etc., pour dire, c'est vrai alors on ne sait pas si ça va s'écrouler brutalement, c'est-à-dire demain tout s'arrête, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus tout ça, ou si ça va s'écrouler comme ça, mais aujourd'hui c'est clair qu'on n'a rien fait pour revenir en arrière sur les problèmes qu'on a, donc ça va s'écrouler. On ne sait pas si c'est dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 100 ans, mais ça va s'écouler. Il n'y a aucune... C'est-à-dire, j'ai fait un film qui s'appelait La fin de la pauvreté, où j'avais interviewé la fin de la pauvreté avec un point d'interrogation. Et j'avais interviewé plein d'experts, et j'avais entre autres interviewé Serge Latouche, qui était un peu le pape de la décroissance. Et il disait, si aujourd'hui tout le monde vivait par exemple comme les Américains, il faudrait 6 planètes. Voilà. Alors, bon, si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait 4 planètes. Donc, comment on gère ça? Il n'y a pas de solution, sauf à revenir en arrière sur cette surconsommation, etc., etc.
Mais bien sûr qu'on n'est pas revenu en arrière, on a continué dans la même direction. Donc voilà, donc aujourd'hui, les collapsologues disent, voilà, aujourd'hui c'est plus possible, ça va s'écrouler, il faut gérer l'écroulement. Voilà. Donc parce que c'est clair qu'on va arriver au bout des énergies pas chères, hein, on va arriver au bout du pétrole, on va arriver donc au bout de tout ce qu'on connaît. La biodiversité s'écroule, les océans sont en train de devenir, etc., etc. Enfin, il y en a une longue liste, hein, je vous conseille le livre de Pablo Servigne qui fait un travail assez compact là-dessus. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que Méliès nous explique ça dans son livre. Il dit, voilà ce qui va se passer, tout va s'écrouler, voilà, il faut changer de société, et il faut changer de société, c'est les communes. Voilà pourquoi, donc je pense que pour moi, c'est quelqu'un d'absolument fascinant, parce que, et alors, Maurice Demanget, donc je vous ai cité, qui est l'historien qui a le plus travaillé sur lui, a une phrase que j'aime beaucoup, il dit dans son livre, une des grandes qualités de Méliès, c'est qu'il devine les problèmes du futur. Et il a absolument raison. Il a absolument raison. C'est pas qu'il a dit en 2025 ça va s'écrouler évidemment, mais disons ce qu'il a fait dans son traité, c'est d'arriver. Il faut que je m'arrête. Non. Et donc il a réussi à envisager que la société ne pouvait pas fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça qu'il appelle à la révolution. Il a prédit la révolution française, qui viendra 50 ans après sa mort, mais il a dit de toute façon, ça ne peut pas fonctionner comme ça, il y aura une révolution. Et donc ça, c'est bien arrivé 50 ans après sa mort. Il n'était pas le seul à le dire. Oui, bien sûr. Mais il était tout seul dans son village. Hein, oui, c'est ça la différence. Et donc voilà, donc il est arrivé à cette même conclusion de dire, ça va s'écrouler. Et je vous dis encore une fois, moi je lis son livre, je me dis voilà, il parle de une société aujourd'hui. Bon, j'arrête. Oui. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez poser des questions ou faire